Conte et raconte, Jacques et le haricot magique. Bienvenue dans Conte et raconte. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir notre travail et nous permettre de continuer. Vous êtes prêts ? Installez-vous, l'histoire va commencer. Il était une fois, dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et une forêt touffue, un garçon nommé Jacques. Il vivait avec sa mère dans une modeste chaumière à l'orée du village. La vie n'avait jamais été facile pour eux. Le père, un homme brave et aimant, avait disparu lorsque Jacques n'était qu'un tout petit garçon, les laissant seuls avec leur vache, Marguerite, qui était la dernière richesse de la famille. Cette grande vache aux yeux doux et au pelage crème leur donnait du lait chaque jour, un plein bidon. Ils le vendaient au marché afin de gagner de quoi subsister. Bref, s'ils pouvaient survivre à chaque jour, c'était bien grâce à Marguerite. Pourtant, les temps devinrent encore plus durs. Un été, la sécheresse frappa la contrée. Les champs se flétrirent, les rivières s'amenuisèrent et les animaux souffrirent. Marguerite ne produisait plus une seule goutte de lait. La réserve de farine s'épuisait et la vieille marmite dans laquelle la mère de Jacques préparait les soupes, pourtant déjà bien maigre, résonnait de plus en plus vide. Un matin, après un petit déjeuner où il n'avait trouvé que quelques miettes pour se nourrir, la mère de Jacques lui dit tristement : « Jacques, mon garçon, nous n'avons plus le choix. Tu dois emmener Marguerite au marché et la vendre. Obtiens-en un bon prix, s'il te plaît, car elle est tout ce qui nous reste. » Jacques sentit son cœur se serrer à l'idée de se séparer de Marguerite, mais il savait que sa mère avait raison. Alors il caressa doucement le museau de sa compagne des mauvais jours, lui passa une corde au cou et se mit en route vers le marché du village. Le marché ce jour-là bourdonnait d'activité. Les marchands criaient leurs prix, les enfants couraient entre les étals et les odeurs de pain chaud et d'épices flottaient dans l'air. Mais Jacques, concentré sur sa mission, avançait avec Marguerite, cherchant un acheteur potentiel. C'est alors qu'il croisa un vieil homme, étrange, vêtu d'un manteau, certes usé, mais néanmoins orné de motifs qui scintillaient sous le soleil. Ses yeux pétillaient de malice, et il portait un grand sac en bandoulière qui semblait rempli d'objets mystérieux. « Bonjour, jeune homme !» lança le vieillard en s'arrêtant devant Jacques. « Quelle belle vache tu as là! Serait-elle à vendre ?»« Oui, monsieur, » répondit Jacques poliment, « mais je dois en obtenir un bon prix, car c'est tout ce que nous possédons. » Le vieil homme sourit de toutes ses dents. « Un bon prix, dis-tu ? Que dirais-tu de ces haricots magiques ?» Il plongea une main osseuse dans son sac et en sortit 5 haricots, luisants comme si on les avait lustrés pendant des heures. Jacques les fixa, fasciné, mais un peu perplexe. « Des haricots ?» s'exclama-t-il. « Mais ma mère attend de l'argent, pas des graines. » Le vieillard agita les haricots devant lui. « Ah, mais ce ne sont pas de simples graines, jeune homme. Ces haricots sont magiques. Plante-les au coucher du soleil et attends de voir ce qui arrivera au matin. » Jacques hésita. Il n'avait jamais cru aux contes de magie. Mais quelque chose dans les yeux du vieil homme le convainquit. Peut-être était-ce le désespoir ou un instinct qu'il ne comprenait pas. Toujours est-il qu'il tendit la corde de Marguerite au vieillard, et ce dernier lui remit les haricots. « Souviens-toi, mon ami, au coucher du soleil. » Le soir venu, lorsque Jacques rentra à la maison et montra les haricots à sa mère, elle entra dans une colère noire. « Des haricots !» cria-t-elle en serrant les poings. « Tu as échangé notre vache pour des haricots! Nous n'avons plus rien, Jacques! Rien !» Elle jeta les haricots par la fenêtre, et Jacques, honteux, alla se coucher le ventre vide. Il se sentait stupide et coupable, se demandant pourquoi il avait cru ce vieil homme. Et pendant ce temps, par la fenêtre, on voyait les derniers rayons du soleil disparaître à l'horizon.
Au matin, lorsque Jacques se réveilla, quelque chose avait changé. Habituellement, sa chambre était baignée de la lumière du soleil levant, mais aujourd'hui, une certaine pénombre régnait, comme si quelque chose empêchait la lumière de passer. Jacques courut à la fenêtre et écarquilla les yeux. Là où les haricots avaient été jetés, une plante immense s'élevait jusqu'au ciel. Un plant de haricots. Ses tiges étaient épaisses comme des troncs d'arbres et ses feuilles larges comme des voiles. Ce plant était si grand que son sommet disparaissait dans les nuages. C'était une vision à couper le souffle, à la fois terrifiante et magnifique. Curieux, Jacques sortit de la maison et s'approcha de l'énorme plante. En la voyant si grande et en observant ses branches qui se perdaient dans les nuages, lui vint une irrépressible envie d'escalader. Que pouvait-il y avoir là-haut, au-dessus des nuages ? L'occasion était trop belle de le découvrir. Alors il attrapa une tige et se hissa, une main après l'autre, un pied après l'autre. Il entama sa longue ascension. La montée était éprouvante, mais chaque fois qu'il regardait vers le haut, il voyait le sommet s'approcher. Les heures passèrent et Jacques finit par traverser une couche épaisse de nuages. Et lorsqu'il émergea, il découvrit un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Au-dessus des nuages s'étendait une terre luxuriante, baignée d'une lumière dorée. Des collines verdoyantes s'étendaient à perte de vue, parsemées de fleurs géantes, et, au loin, se dressait un château immense. Le vent portait des odeurs sucrées, et tout semblait plus grand, plus vivant, plus magique. Jacques, captivé, marcha jusqu'au château, ses pieds s'enfonçant dans l'herbe épaisse et douce comme un tapis. En arrivant devant l'entrée massive, il se sentit minuscule. Pourtant, il poussa la porte et pénétra dans une vaste salle. Ici, tout était démesuré. Les meubles étaient gigantesques, les chandeliers étaient vastes comme des carrosses, et au milieu de la salle était dressée une table si haute qu'il devait lever la tête pour en voir le sommet. Assise à cette table se tenait un géant. Un géant, ou plutôt une géante. Haute comme 3 hommes, elle avait des cheveux hirsutes et lançait à Jacques un regard incrédule. « Qui es-tu ? Que fais-tu là ?» demanda-t-elle d'une voix de fausset qui contrastait avec son imposante apparence. « Bonjour, madame, » osa Jacques. « Je m'appelle Jacques. Je suis ici pour vous demander quelque chose à manger afin que ma mère et moi ne mourions pas de faim. » « Te donner à manger ? Mais diable, mon enfant, mon mari est un ogre. En fait, de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. Cache-toi vite dans le buffet, il pourrait rentrer d'un moment à l'autre. » À peine Jacques s'était-il faufilé dans le meuble, selon les instructions de la géante, qu'il entendit un bruit terrifiant. C'était comme des bruits de pas, mais des pas lourds qui faisaient trembler le sol. Jacques entr'ouvrit la porte du buffet et regarda terrifié une figure colossale entrer dans la pièce. C'était un géant grand comme une montagne, au visage rude et à la barbe drue. Il portait un tablier taché de sang et tenait dans une main un sac rempli de pièces d'or et dans l'autre un ours. Un ours qu'il portait comme s'il s'était agi d'un vulgaire poulet. Le géant posa le sac et l'ours sur la table et déclara d'une voix grondante. « Ça sent la chair fraîche !» Jacques, pétrifié, retint son souffle. Mais la géante répondit à son mari. « C'est cet ours que vous apportez. Donnez-le-moi, je vais le préparer. Vous devez être éreinté après la chasse. » Le géant acquiesça, donna l'ours à sa femme, bâilla, puis s'assit pesamment sur un fauteuil immense avant de s'endormir en ronflant. Jacques, rassemblant tout son courage, se glissa alors hors de sa cachette, se saisit discrètement du sac d'or et s'enfuit à toutes jambes.
Il courait aussi vite que lui permettait le poids du sac, et bien vite arriva au plant de haricots. Là, il jeta le sac en bas des nuages, dévala les branches aussi vite qu'il le pouvait, et rentra chez lui. Sa mère, qui le pensait perdu, ne put contenir sa surprise en le voyant descendre de cette plante étrange. D'autant plus que, avec un sourire malicieux, il lui tendit un sac rempli de pièces d'or. Les jours qui suivirent la descente de Jacques furent comme une bouffée d'air frais dans la chaumière. Grâce au sac d'or volé aux géants, ils purent acheter de la nourriture, réparer leur toiture et même aider quelques voisins en difficulté. Mais, petit à petit, le contenu du sac d'or disparaissait, et après quelques mois, il fut entièrement vide. La mère de Jacques s'en accommoda. Après tout, la maison était désormais en bon état, et ils avaient pu acheter une nouvelle vache, ainsi que 2 belles poules pondeuses. Mais quelque chose tiraillait Jacques. Il ne pouvait oublier ce château immense, les arbres fantastiques qui l'entouraient, et tout ce monde qui était au-dessus de leur tête. À présent que le sac était vide, il se demandait quels autres trésors pouvaient se cacher là-haut. Peut-être que s'il pouvait remonter, il pourrait rapporter encore plus de richesses, pour qu'il ne manque jamais de rien. Alors, un matin, pendant que sa mère était occupée à préparer le déjeuner, Jacques se faufila discrètement dehors. Il leva les yeux vers le plant de haricots qui s'élevait vers le ciel, et sans hésiter, recommença à grimper. Le voyage fut aussi long et éprouvant que la première fois, mais Jacques était déterminé. Lorsqu'il émergea à nouveau des nuages, le paysage féerique qu'il avait déjà vu l'attendait. Tout était toujours aussi beau. Mais cette fois, Jacques était plus prudent. Pardi, on ne trompe pas le maître d'un tel domaine impunément. En arrivant au château, il constata que la porte était cette fois entr'ouverte. Il se glissa à l'intérieur et rencontra de nouveau la géante. « Hé, tu es bien culotté de revenir après nous avoir volé un sac d'or. Tu as de la chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Mais je te préviens... » Elle parlait encore quand le sol se mit à trembler. Le géant revenait. Vite, l'ogresse ouvrit à nouveau la porte du buffet, et Jacques s'y tapit. Cette fois, l'ogre revenait en portant une harpe. Une harpe intégralement dorée. Sitôt qu'il fut entré, le géant s'exclama. Ça sent la chair fraîche. » La géante, prenant pitié de Jacques en imaginant le sort horrible qui l'attendait s'il venait à être capturé, s'écria. « Non, ce doit être le cochon qui rôtit dans le four. » Le géant leva un sourcil, grogna, renifla et s'assit en disant Tu as peut-être raison. » Puis il posa la harpe sur la table et, comme s'adressant à elle, il dit « Joue un air. » La harpe se mit alors à jouer une mélodie magnifique. Les notes ruisselaient de ses fils dorés, et le géant, bercé par cette musique, finit par s'endormir dans son grand fauteuil, ses ronflements couvrant même les dernières notes qui émanaient de la harpe. Jacques, fasciné par cet instrument magique, se glissa prudemment hors de sa cachette. Il se saisit de la harpe et bondit hors du château. Il courait aussi vite qu'il le pouvait et bientôt atteignit le plant de haricots, qu'il descendit à toute vitesse. De retour chez lui, Jacques offrit la harpe à sa mère. Et celle-ci, bien que furieuse de son imprudence, fut soulagée de le voir sain et sauf. Elle lui fit néanmoins promettre de ne plus jamais grimper aux haricots. Et ainsi allait la vie dans leur chaumière. Chaque journée était égayée des douces mélodies que produisait la harpe magique, et leur vie s'écoulait, simple et tranquille. Mais un hiver particulièrement rude, la famine survint dans la région. Si Jacques et sa mère étaient à l'abri du besoin grâce à leurs vaches et leurs poules, il n'en allait pas de même pour tout le village, et certains de leurs voisins commençaient à souffrir de la faim.
Jacques ne pouvait s'empêcher de repenser au château et à ses richesses. Alors, malgré sa promesse, Jacques décida de grimper une 3e fois au plant de haricots. Il connaissait désormais le chemin et savait à quoi s'attendre. Il se promit d'être rapide et discret. En arrivant au château, Jacques jugea plus prudent de ne pas se faire voir de la géante. Il l'avait en effet déjà berné 2 fois. Il entra donc prudemment et alla se cacher non pas dans le buffet, mais sous une immense bibliothèque qui contenait des livres aussi grands que lui. Au bout d'un moment, il entendit à nouveau les pas du géant et le vit surgir dans le château, portant un solide sac de jute. Sitôt entré, il renifla et s'écria « Ça sent la chair fraîche !» Et cette fois, sa femme, loin de le détromper, se joignit à lui dans ses recherches. Elle regarda tout d'abord dans le buffet où Jacques s'était caché les 2 premières fois, puis derrière les rideaux, sous la table, dans le vaisselier. Ils regardèrent même par acquis de conscience sous le tapis, mais par miracle, ils ne trouvèrent pas Jacques. « Ah, ce doit être c'est toi qui nous brouille l'odorat !» finit par dire la géante. Et tous 2 abandonnèrent les recherches. Alors le géant s'assit à table, comme à son habitude. Il sortit de son sac une oie. Une oie toute simple, avec des plumes grises et un bec orange, avec cet air un peu hautain qu'ont toutes les oies. Bref, une oie parfaitement normale. Pourtant, le géant l'observait, et manifestement, il attendait quelque chose. Au bout de quelques minutes, Jacques vit l'oie s'asseoir, remuer les plumes de la queue et se relever. Et, tiens-toi bien, à l'endroit où l'oie s'était assise, il y avait un œuf. Mais pas n'importe quel œuf, un œuf en or. Le géant s'en saisit et le contempla en disant « Ainsi on ne m'avait pas menti. Cette oie pond réellement des œufs en or. » Le géant se mirait dans l'œuf doré. Il l'examinait sous toutes les coutures, le faisait jouer entre ses gros doigts potelés, et finalement, comme à son habitude, s'endormit. Alors Jacques se glissa hors de sa cachette et approcha prudemment pour se saisir de cette oie au pouvoir si incroyable. Mais dès qu'il posa les mains sur elle, l'oie émit un caquettement strident qui résonna dans tout le château. Le géant se réveilla et se trouva nez à nez avec Jacques, qui, manifestement, était en train de voler son oie. Il se mit à hurler. « Ah, tu vas voir, gredin! Au voleur !» Et il se lança à sa poursuite. Jacques, en effet, sans demander son reste, s'était saisi de l'oie et s'était élancé dehors. Il courait aussi vite qu'il le pouvait et arriva bientôt au sommet du plant de haricots, qu'il saisit et descendit à une vitesse vertigineuse. Mais cette fois, le géant était déterminé à ne pas le laisser filer. Il commença à descendre lui aussi. Jacques, voyant le géant le suivre, descendit encore plus vite. Et lorsqu'il arriva au sol, il cria à sa mère « Mère, apportez-moi une hache, vite !» Sa mère, paniquée, courut chercher une vieille hache rouillée qui traînait dans leur remise. Et Jacques commença à frapper le plant de haricots de toutes ses forces. Lorsqu'il donna le dernier coup, la tige immense se mit à vaciller. Le géant, qui était toujours en train de descendre, poussa un cri de terreur, et la plante gigantesque s'effondra, l'entraînant dans sa chute. Jacques et sa mère regardèrent le ciel dégagé, où il ne restait plus aucune trace du haricotier. Ils se serrèrent dans les bras, soulagés que tout soit terminé. Avec l'oie aux œufs d'or, leur vie changea pour toujours. Ils ne manquèrent plus jamais de rien, et n'oublièrent pas de toujours ouvrir leurs portes à ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi, Jacques devint un jeune homme respecté, connu de tous pour son courage et sa générosité.
Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.